Alors, je rappelle le plan. Donc, pourquoi choisir une entreprise qui n'est pas ou peu digitalisée? Ensuite, comment est-ce qu'on communique avec et en quoi est-ce que c'est un levier de croissance? Alors voilà, pourquoi choisir une entreprise qui n'est pas ou peu digitalisée? Alors, un peu de statistiques, je sais que vous adorez ça. Bon, en France, il y a 4 millions de TPE-PME, c'est-à-dire 99% des entreprises françaises. Ça représente 6,3 millions de salariés. Voilà. Donc, c'est-à-dire la moitié des salariés en France. La moitié des salariés en France travaillent dans des entreprises qui ont moins de 250 salariés. C'est 43% de la richesse produite. Bon. Donc, ces statistiques-là, vous les retrouvez hein, sur le site de la Banque de France. Donc, pour rappel, une TPE, c'est moins de 10 très petite entreprise, et une PME, petite et moyenne entreprise, c'est moins de 250 personnes. Vous pouvez aussi parfois croiser le terme TPI, PMI, pour très petite industrie, petites et moyennes industries. L'avantage, c'est que c'est réparti sur absolument tout le territoire, et il y a une assez grande diversité des métiers. Je vais vous donner comme ça quelques noms à la volée de clients que j'ai pu accompagner, mais il y a des scieries, des entreprises de mécanique. L'entreprise, par exemple, l'entreprise qui fait de la fumisterie. Savez-vous ce qu'est la fumisterie? Je sais pas, mais répondez-moi tiens dans le chat. La fumisterie, ça vous parle? En termes, c'est un vrai métier. Hein, je vous parle pas de ce à quoi ça peut être associé. Non, non, non. Ok. Une arnaque? Non, c'est pas une arnaque. Ah, quelqu'un a une bonne piste là. L'enfumage, la cuisine par enfumage. Bon. La fumisterie, en fait, c'est la gestion de l'évacuation des fumées. Bon. Et derrière ça, maintenant que vous savez ça, vous dites, ouais, mais c'est super, mais comment on fait pour les mots-clés? Comment on fait pour le référencement? Quelqu'un qui veut changer dans son usine toute la question d'évacuation des fumées. Il va taper quoi comme mot-clé sur son moteur de recherche? Il va taper évacuation des fumées ou va taper fumisterie? Le plombier, quand il veut faire de la pub, quand il veut faire de l'ADS un peu, il va se porter sur quel mot-clé? On s'est rendu compte que se placer sur évier boucher, c'était un peu plus rentable que se placer sur plombier Lyon, par exemple. Parce que il y a moins de concurrence et il y a quand même plus de demandes. Après, ça implique des questions de rédaction d'articles, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais vous voyez de quoi je parle, je pense. Alors, quel est vraiment l'avantage pour vous? Parce que là, j'ai beaucoup parlé de moi, on a parlé des patrons, mais on va parler de vous maintenant. Déjà, si vous arrivez dans une entreprise qui n'est pas ou peu digitalisée, c'est-à-dire dans vos recherches, vous allez identifier des entreprises qui ont l'air très sympas de l'extérieur et vous allez voir d'autres entreprises, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, c'est que justement, il manque quelque chose. L'avantage, en fait, c'est que si vous arrivez à rentrer dans ces entreprises-là, si vous établissez une vraie relation avec l'entreprise, enfin, l'équipe dirigeante, eh bien, pour les profils d'entre vous qui aiment ça, c'est particulièrement intéressant, c'est que vous allez être en autonomie. Si vous savez à peu près dans quelle direction vous voulez aller, on va vous laisser tranquille. Vous allez dire, voilà, on va mettre en place un nouveau site web, on va mettre en place une boutique, on va écrire des nouveaux articles pour le SEO. Enfin, quel que soit en fait votre métier lié à ça, vous allez développer les réseaux sociaux, mais vous allez en fait pouvoir partir d'une feuille blanche. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous n'avez pas à déconstruire le travail de quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire un peu de test and learn. Vous n'avez pas la pression que vous pouvez avoir dans certains grands groupes, puisque dans certains grands groupes, on ne prend pas de décision, on prend des décisions sur du moyen terme, long terme. Là, vous allez pouvoir tester des choses et voir si ça fonctionne ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, il y a une création de poste quand vous rentrez dans ce genre d'entreprise. Alors, quand je dis quand vous rentrez dans ce genre d'entreprise, vous allez y rentrer par un CDD, un CDI, mais là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui vont faire des stages et des alternances. Vos stages et vos alternances ont une importance capitale dans le début de votre carrière, en fait. Qui est important de faire des stages cohérents avec, avec vos valeurs à vous aussi. Si vous avez des valeurs plutôt orientées écolo, développement durable, etc., essayez de travailler dans cet environnement-là. Si vous voulez vous orienter sur quelque chose un peu plus dans la finance ou je sais pas moi sur les crypto-monnaies, essayez vraiment de faire des stages là-dedans, quitte à vous déplacer un peu, mais
En revanche, si vous voulez aller dans des métiers, si le secteur d'activité n'a pas une importance capitale pour vous, vous allez pouvoir vous retrouver dans des structures qui sont très sympas. Là, par exemple, je me souviens d'une étudiante qui, elle, s'est placée dans une collectivité de communes. Donc, elle est chargée de com d'une collectivité de communes. Donc, il y a, je sais plus, 6 ou 7 communes. Donc, voilà, ça se passe très bien pour elle. Elle est en contact avec les élus, ça lui plaît bien. Ensuite, elle va sur le terrain, elle a sa petite voiture. Bon. Et à la base, elle s'attendait pas du tout à se lancer dans un job comme ça, en plein milieu rural, etc. Et finalement, ça lui convient très bien. Donc, ce que je vais vous dire là aussi, c'est que il y a fort à parier que ce stage ou cette alternance puisse se transformer en une création de poste. Ensuite, derrière, vous avez un défi qui est le vôtre, c'est celui de rendre cette entreprise visible. Le pic de progression sera assez intéressant en fait. C'est-à-dire que vous passez d'une entreprise qui n'est pas visible sur Internet, déjà en créant les articles correctement, en mettant à jour le site web ou en le créant, en faisant la fiche Google My Business ou ce genre de petites choses, très vite on va commencer à avoir des résultats. Donc ce sera plus facile d'avoir des personnes au téléphone, ce sera plus facile également d'attraper des adresses mail, des personnes, des prospects, enfin voilà. Donc, vous allez pouvoir aussi jouer là-dessus. Et ça, en fait, assez vite, en fait, peut-être même parfois avant la fin de votre stage ou de votre alternance. On va vous faire confiance. Donc, c'est à la fois un énorme avantage et c'est aussi une pression. Hein. Donc, il faut relever le défi. L'avantage, encore une fois, c'est que vous allez avoir une vraie liberté d'action et vous allez pouvoir un peu travailler au niveau du digital comme vous le sentez. C'est-à-dire que dans certains cas, là par exemple, j'ai pu le voir moi pour des métiers, surtout les métiers autour du bois, de la charpente, etc. Ce ne sont pas des métiers qui se montrent sur LinkedIn, par exemple. C'est pas là-dessus qu'on va aller trouver de la visibilité des clients. Et c'est pas non plus vraiment sur Google. C'est compliqué. Par contre, sur Facebook et Instagram, ça performe plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de visuel. Il y a surtout ces petites photos avant-après. Et les gens qui vont acheter le service de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ils vont acheter en fait une valeur, ils vont acheter un attachement de cette entreprise à un territoire local, un terroir presque. Donc c'est intéressant pour vous de lier ça en fait, c'est-à-dire vous avez vraiment une panoplie d'outils aujourd'hui qui est énorme. En face, vous avez un écosystème déjà existant. Donc ça, plus vous allez dans dès que vous sortez un petit peu des villes, vous voyez souvent cette solidarité qui se fait un peu plus entre les différents commerçants. Vous le trouvez en ville aussi, hein, mais si vous arrivez par exemple à travailler avec un artisan et que vous travaillez bien, que ça se passe bien pour lui, il y a fort à parier qu'il va en parler à ses autres amis artisans et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez très vite vous retrouver en fait à gérer la com de peut-être plusieurs artisans. Et alors peut-être que c'est pas ce que vous cherchez, mais peut-être que vous allez vous monter une auto-entreprise et vous allez être chargé de com à temps partagé. Et c'est pas forcément ce que vous pensiez faire à la base, mais c'est une option derrière. Vous pouvez aussi être salarié d'un collectif d'artisans, et ils le font bien pour partager les personnes en charge de la comptabilité et de la gestion. Pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas pour le numérique? Donc voilà, il y a toute une synergie avec différents écosystèmes dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Dernière chose, vous pouvez avoir des résultats assez vite et assez forts. Et ça, c'est assez motivant en fait pour votre carrière derrière. Parce que si vous faites un stage de 6 mois ou une alternance d'1 an, et que derrière vous allez chercher un métier, un petit level up sur l'émission, souvent on vous dit mais ouais, mais t'as fait quoi? C'est quoi les stats? T'as gagné combien? Là vous pouvez dire écoutez, on est passé de ça à ça, on a vu une vraie progression, voilà les résultats, voilà ce que je suis capable de faire. Donc en résumé pour cette première partie, vous pouvez partir du coup d'une feuille blanche. Vous n'avez pas à refaire le travail de quelqu'un d'autre. Vous êtes aussi voilà, vous pouvez retrouver sur une création de poste. Derrière, vous pouvez vraiment vous vendre assez efficacement. Donc voilà, aussi une parenthèse. Essayez dans votre entourage d'identifier parfois les congés que les personnes peuvent avoir. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une année sabbatique, un congé maternité, ça peut être... voilà. Donc en fait, parfois, il y a des absences comme ça. Et ces absences peuvent à peu près correspondre à votre calendrier.
Donc, vous pouvez avoir une première expérience ou la possibilité de rentrer dans un service, dans une boîte, dans un écosystème, dans ces temps de remplacement. Voilà, c'est juste une petite idée comme ça. Est-ce que à cet état-là de la présentation, vous avez déjà une question? Je regarde le chat. Non, pas de questions. Allez, on enchaîne. Alors, deuxième partie, comment communiquer avec une entreprise qui n'est pas digitale? Alors, euh, déjà, on va partir de la phase de recherche, la phase de prospection. C'est-à-dire ce moment où vous allez rechercher. Donc, j'ai été apprenti, donc et stagiaire, donc je connais la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, qui est cette phase de recherche. Alors, si vous voulez, est-ce que vous pouvez me donner là dans le chat les termes que vous cherchez? C'est-à-dire, est-ce que quand vous faites des recherches, vous tapez quoi? Chargé de com, growth hacker, web marketing? Quels sont les mots-clés que vous saisissez dans vos recherches? Les recherches que vous faites, par exemple, sur Indeed, sur LinkedIn, etc. OK, assistant chef de projet, community manager, chef de projet digital, chargé de communication, UX designer, très bien. OK, j'en prends encore un ou deux. Non, pas d'autres? Si. Alors, UX design, designer, web designer, OK. Rédacteur web, très bien, OK. Motion designer, OK. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc là, j'ai donc par bouche à oreille, hein, qui reste malgré tout un excellent moyen à la fois et de prospection et de récupération d'infos. On m'a dit, bah tiens, appelle telle entreprise. Donc j'appelle telle entreprise, je dis, oh, bonjour, voilà, je vous appelle de la part de. Ça c'est très bien hein, de pouvoir appeler de la part de. Je dis, ah, donc vous auriez peut-être besoin d'un apprenti et tout. Oui, oui, ouais, il me faut quelqu'un pour l'informatique. Ok. Euh, donc moi j'étais en train de me dire, attends, qui j'ai là de dispo, qui sait câbler des salles de serveurs, qui saurait faire une installation, vous savez, une installation informatique comme on voit dans un collège. Enfin, je dis, vous pouvez m'en dire un peu plus sur les missions qu'elle veut, cette personne Ouais, je veux quelqu'un qui s'occupe du site web, puis qui fasse un peu de bruit là sur Facebook. D'accord, je dis, donc vous voulez quelqu'un, un chargé de communication. Ouais, ouais, c'est ça. Donc pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que cette personne-là, elle va dire informatique. Parce que pour elle, c'est mec en chemise parasé derrière un ordinateur, si vous voulez. Et en face, vous êtes UX designer, vous êtes motion designer, vous êtes bon. Donc copywriter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence déjà dans les termes qui sont employés. Donc c'est le deuxième point en fait. Je reviendrai sur le premier derrière, mais en fait, il faut que vous compreniez leur champ lexical. Euh, Quand vous allez vous présenter, par exemple, ne dites pas tout de suite que vous pouvez essayer de limiter déjà le nombre de mots anglais que vous avez. Alors là aussi, ça dépend des entreprises, d'accord, mais là, on va dire que vous appelez l'entreprise pas loin de chez vous qui fabrique des tabourets moulés en plastique. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, c'est les tabourets en plastique qu'on a là. Voilà, dans cette usine, on fait ça. Bon. Euh, Vous regardez un peu sur Internet, vous regardez sur LinkedIn, il n'y a pas grand-chose, vous regardez sur Facebook, il n'y a rien, vous regardez sur leur site web, ils ont un site web des années 2000, vous dites, bon, j'ai passé un coup de fil et je vais leur proposer, du coup, mon alternance. Euh, voilà, si vous dites que vous allez optimiser le SEO, vous l'avez perdu. Par contre, si vous dites, voilà, moi, je sais faire ça, ça et ça, je peux vous faire votre site web, je peux faire en sorte que vos clients ils vous trouvent plus facilement. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, votre champ lexical doit s'adapter à ces personnes-là. Il est évident, quand vous allez postuler dans la startup du coin, vous dites que vous êtes growth UX, motion, voilà, vous employez même que des termes anglais, j'ai envie de dire. Mais par contre, la PME, qui a été fondée en 1924 ou en 70, l'entreprise de transport, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises de transport, des boîtes avec des camions, qui font de la logistique. Leur site, il y a du boulot. Hein. Donc voilà, déjà, prenez ça, faites des recherches, vous allez voir que peut-être. Donc ça, c'est vraiment le champ lexical pour vos recherches et pour votre, votre lisibilité, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont comprendre ce que vous faites en face. De l'autre côté,
vous allez faire des recherches aussi. Donc, il va falloir que vous listiez des mots, des mots-clés qui correspondent en fait à des métiers. Tout à l'heure, je vous parlais de la fumisterie. Bon, bah, c'est pas forcément le secteur qui recrute le plus en France des commodity managers, si vous voulez. Mais il y a des entreprises qui travaillent le bois, des entreprises qui travaillent le plastique, il y a des boîtes de mécanique, il y a des garages automobiles, c'est-à-dire des gens qui vendent des voitures. Voilà, eux aussi, parfois, ils ont des besoins là-dessus. Ça peut être aussi des collectifs d'entreprises. Donc, vous allez peut-être non pas identifier une entreprise en particulier, mais une zone d'activité. Donc, vous allez avoir listés comme ça des métiers. Commencez déjà à réfléchir dans votre entourage quels sont les métiers que font les gens autour de vous, les métiers de vos parents, voilà. Et regardez derrière, avec ces mots-clés, si vous avez des réponses sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, quand vous allez identifier, par exemple, des patrons d'entreprise, des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise, vous allez regarder, vous allez taper certains mots-clés, par exemple, fondateur, dirigeant, directeur, directrice. Vous voyez, tous ces mots-clés, là, vous allez les taper sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi faire différentes recherches sur LinkedIn sur les personnes qui sont en train de recruter. Est-ce que c'est votre premier, deuxième, troisième cercle de réseau? Là, actuellement, qui utilise LinkedIn dans sa recherche de stage ou d'apprentissage? Répondez-moi par oui ou non. Moi. OK. Oui. Bon. Bon, ça va, je suis rassuré. Bon, top. OK. Bon, donc LinkedIn, je pense que c'est le réseau le plus efficace aujourd'hui. Le Bing, ça marche moyen. Si vous voulez, quand vous arrivez, vous êtes entre deux spams. Euh, c'est vraiment compliqué, quoi. Le téléphone, ça marche, c'est compliqué. Ça peut arriver, hein. Moi, j'arrive parfois à trouver des clients comme ça, hein. C'est-à-dire que je passe un coup de fil. Avant, bien sûr, j'ai regardé le site web, j'ai regardé depuis quand l'entreprise a été fondée, parce que si vous appelez que l'entreprise est toujours là, mais que le truc est l'entreprise est en bilan depuis 3 mois, en dépôt de bilan, bon, j'ai envie d'être payé quand même, si vous voulez. Donc, avant de passer un coup de fil, vérifiez la santé de l'entreprise. Dites-vous aussi qu'il y a des entreprises que vous n'allez pas trouver sur Google parce que justement, elles existent, mais vous ne les trouvez pas. Donc, il va falloir ruser un peu et passer peut-être par d'autres canaux. Par exemple, vous avez parfois des syndicats, des collectifs d'entreprises. Moi, j'ai vu le cas, par exemple, d'un syndicat de patrons qui avait fait une liste de tous ses adhérents. Et c'était un syndicat dans Alors, eux, je crois qu'ils étaient dans le métier du vin. Enfin, en fait, ça regroupait des vignerons, mais aussi des fabricants de fûts, mais aussi des gens qui fabriquaient des camions en fait pour embouteiller. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas embouteiller au château parce que vous n'avez pas les machines, et donc eux arrivent avec leur camion et vous pouvez embouteiller dans leur camion sur votre propriété pour pouvoir écrire embouteiller au château. Donc, en fait, si vous voulez, je suis tombé sur toute cette liste de gens qui travaillent dans le vin. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, hop, un tableur Excel et puis c'est parti, quoi. Allô, oui, vous êtes dispo? Vous avez besoin de quelqu'un pour votre site web? Non, vous êtes déjà quelqu'un, super. Ah bah si on pense prendre en alternant, ah bah ça tombe bien parce que moi j'en ai peut-être un pour vous. Ah bon, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ce que je dis là, ça peut être vous aussi. Dire, bah écoutez, moi je peux faire ça et on va voir un peu plus tard comment vous vendre par rapport à ça. Donc LinkedIn vous permet aussi de cartographier les entreprises. Vous voyez une entreprise. Bon, s'ils sont que deux, bah, il y a de fortes chances qu'ils gèrent déjà justement la partie digitale si c'est une start-up. Si vous avez deux plombiers qui s'occupent de ça, en général, il y a quelqu'un qui va être recruté avant vous, qui va être quelqu'un qui va s'occuper du secrétariat, du commercial. Donc après, à voir si ça fait partie des missions que vous voulez assurer. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais là, j'ai vu une entreprise, par exemple, qui, elle, faisait des installations euh, électriques. Donc en gros, l'idée, c'était de moderniser tout ce qui était système d'ampoule dans un grand bâtiment, plus les systèmes de chauffage avec des capteurs dans les pièces. En gros, ça captait, il y avait des détecteurs de présence, et s'il n'y a personne dans la pièce, ben, on la chauffe pas et on l'allume pas. Et à la fin, eux, vous vendez le truc, voilà, on économise X milliers d'euros à l'année, etc. C'est génial. Bon. Sauf qu'en fait, c'était deux ingénieurs, deux techos hyper pointus. Enfin, il y avait un ingénieur et un technicien, et eux, en fait, fonctionnaient que par bouche à oreille. Mais en fait, à un moment, ces gars-là, qui ont la trentaine, bah, ils vont se poser sûrement, peut-être. Donc, il y a un moment, si vous voulez, vous allez arriver, vous allez dire, mais
Vous ne voudrez pas avoir quelqu'un qui s'occupe de ça et ça pour vous, qui s'occupe de la partie un peu logistique, un peu du téléphone, un peu du site web. Ah ouais, ce serait bien. Voilà, bah écoutez, on peut le faire ensemble. Donc, identifiez aussi des petites entreprises comme ça qui payent pas de mine, mais qui sont sur une expertise, vraiment une niche. Là, voilà, eux, leur truc, c'est quoi? C'est des économies d'énergie, donc c'est assez facile à vendre. Ils font les installations tout seuls, ils achètent du matériel qui est déjà préfabriqué. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme mission pour ces entreprises? Une fois que vous allez rentrer, ou alors vous avez le trigger là, alors mais qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Bon, déjà, vous allez pouvoir les aider sur leur référencement, leur visibilité, leur lisibilité. Derrière, les réseaux sociaux. Donc, quel est le bon réseau social? Où est-ce qu'on peut me trouver? Voilà. Vous allez pouvoir faire aussi une chose qui manque. Mais alors, s'il y a un truc qui manque aujourd'hui dans les boîtes, c'est ça, hein. Faire de la photo et faire des vidéos. Parce que les sites iStock, bon, on commence à saturer sur on commence à avoir toutes les mêmes images, Pexels. Voilà, moi aussi j'utilise ces sites-là. Mais en fait, à un moment, ce qu'on veut, c'est Robert qui fait de la mécanique, si vous voulez. Je vais dans la caricature, mais vous voyez l'idée. On veut des vrais gens en train de faire des vraies choses. Et ça permet de vendre ce qu'il y a de plus important quand vous vendez sur un site web ou quand vous vendez un service, c'est de vendre des valeurs. Si vous vendez juste un savoir-faire, ça peut ne pas être suffisant aujourd'hui. Vos valeurs, ça peut être, voilà, on fonctionne de telle manière, vous êtes maraîcher, ça aussi, les maraîchers, il y a des choses à faire avec les maraîchers. Voilà, moi je peux vous aider là-dessus. Nous, on fait que du produit local, on fait que du fruit de saison, etc., etc. Et donc vous allez y aller avec votre petit téléphone, avec votre appareil photo, votre réflexe, enfin voilà, et vous allez les mettre en scène. Vous allez faire des photos, vous allez faire des fausses interviews, vous allez faire des vraies interviews, vous allez faire des formats bruts, combini ou que sais-je, et vous allez le rendre cool en fait. Et vous allez le mettre en scène, cet artisan, cet expert, pour les réseaux sociaux et pour Internet en général. Derrière, bien sûr, il y a du print, du visuel à faire. Dernier point, il y a toute une série de documentation et de tutos à réaliser en fait. Vous pouvez très bien rejoindre une entreprise avec 250 salariés et dans cette entreprise de 250 salariés, vous avez, je sais pas moi, 180 personnes qui sont à la prod, ensuite quelques personnes à l'encadrement, et puis voilà, il y a une personne qui s'occupe de la com, mais bon, ou alors quelqu'un qui vient de l'époque des relations presse, c'est-à-dire la génération avant, si vous voulez. Et ces personnes-là, en fait, il y a un truc qu'elles n'ont pas forcément capté, c'est l'importance de la marque employeur. Donc, ce terme de marque employeur, dites-le moi dans le chat, oui ou non, ça vous parle ou pas? Comme ça, je vous briefe ou pas dessus. Bon, pas trop. Alors, la marque employeur, en fait, si vous voulez, c'est la désirabilité de l'entreprise. Là, je vois dans le chat, voilà, la personnalité de la marque. C'est ça. C'est ce qui vous donne envie de rejoindre cette entreprise. Parce qu'il y a une réputation, parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a un rayonnement, parce que c'est cool. Voilà, donc on a tous différentes raisons de rejoindre certaines boîtes plus que d'autres. Il y a une chose qui, dans 100% des cas, aide la marque employeur, c'est la montée en compétence du personnel en interne. Je vais vous donner un exemple concret. Où moi j'ai fait gagner du temps, mais quand je vous dis du temps, j'ai fait gagner, je crois que j'ai fait gagner sur un an, j'ai fait gagner à ce gars, je crois que c'est quelque chose comme 40 jours. 40 jours de travail sur un an, hein, ou 38 jours, enfin un truc comme ça. Je l'ai sur mon site, mais l'exemple. Alors, il recrutait des personnes qui étaient des chargés de clientèle. Ces personnes-là, en fait, il y avait un truc qui allait pas dans le recrutement, ce qui faisait que en fait, les personnes ne restaient pas parce qu'elles ne correspondaient pas forcément au profil. Et du coup, le dirigeant de cette entreprise passait en général 2 jours à former chaque nouvelle qui rentrait. Pendant ces 2 jours, il n'était pas en train de travailler. Il était en train de former quelqu'un. Et donc, moi, je lui ai dit, mais attends, on va te filmer, on va t'enregistrer, on va faire les captures d'écran sur les logiciels à utiliser, etc. Et les personnes qui arrivent, avant qu'on les envoie, qu'on les mette dans le bain, pendant 2-3 jours, elles vont regarder tout. Si elles ont des questions, elles nous les envoient. Ces questions, on les rajoute à la FAQ.
et on avance comme ça en fait, on incrémente. Et voilà. Donc en fait, la première année, bah voilà, il a gagné 1 mois de travail, quoi. Donc 1 mois et demi du coup, si on en compte les week-ends et machin. Voilà, parce que cette personne du coup, elle a pu faire autre chose, elle a pu faire son vrai métier. Pourquoi? Parce que bah, justement, on a fait des tutos. Et si vous voulez, les entreprises, elles sont tellement en rush dans leur quotidien, elles se rendent plus compte en fait de l'importance que ça peut avoir justement de faire de la documentation en interne, surtout pour former son propre personnel. Pourquoi? Parce que quand vous faites une vidéo et quand vous faites du texte autour de cette vidéo, vous pouvez faire CTRL F, vous pouvez rechercher un terme précis, vous pouvez mettre en pause. Parce que les gens n'osent pas demander pendant les formations, parce qu'ils ont peur d'être. Voilà, on l'a tous fait, on a tous eu ce truc où on n'ose pas poser la question parce qu'on a peur de passer pour. Voilà. Elles peuvent faire avance rapide quand elles ont besoin d'accélérer. Elles peuvent revoir la vidéo 5 fois parce qu'on est tous plus ou moins rapides hein, là-dessus. Voilà. Donc bon, en résumé, ça va vous permettre vous allez pouvoir mettre en place des outils qui facilitent la vie des équipes. Vendez-vous un peu comme un prestataire, c'est-à-dire que quand vous allez appeler l'entreprise, faudrait regarder les chiffres, mais on va dire qu'un apprenti niveau bac+3, il va coûter une entreprise, alors ça dépend des âges et tout, d'accord, mais on va dire qu'il va coûter 8200 euros sur un an. Là, avec l'aide de 8000 euros par an, bon, 12 maths, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le calcul. Le patron, ça va pas lui coûter très cher, hein, 200 balles par an. Bon. Donc voilà, il va falloir que vous soyez prêts et prête à vous vendre assez simplement en fait. Je peux vous aider là-dessus, 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 et au fait, il y a une aide de 8000 euros. Donc à la fin, ça vous coûte ça. Donc à ce prix-là, vous avez le site, les réseaux sociaux, les machins. Apporter des solutions concrètes et chiffrées de ce que vous avez pu réaliser dans le passé. Quand vous présentez de façon n'importe quelle situation, moi c'est ce modèle-là que j'utilise, après il en existe d'autres, toujours présenter de la manière suivante. Contexte, problématique, solution, résultat. Bon bah voilà, monsieur Dupont, vous voyez que en ce moment c'est compliqué au niveau de la crise, où il y a une grosse concurrence avec les pays étrangers. Je vois que votre site n'est pas en langue anglaise. Du coup, moi, je vous propose de vous le traduire. Vous me prenez en alternance, moi, je vous traduis votre site. Et le résultat, c'est que vous pourrez aller sur le marché étranger. Parce que je vais vous faire des formulaires propres, un autorépondeur, des mails qui s'écrivent tout seuls. Voilà. Ah ouais, ok. Donc, pareil, contexte. Ah bah, je vois que votre site, au niveau du référencement, il n'est pas en première page. C'est un peu dommage. Du coup, bah, vous perdez un peu en visibilité. La solution, ce serait que vous me preniez en apprentissage. Et moi, je vais vous aider à ranker. Voilà. Parce que j'ai été formé aux bonnes pratiques et je me forme aussi en parallèle tout seul là-dessus parce que c'est ma passion, parce que je vis, je dors SEO. Et le résultat, ce sera que bah, voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Il faut aussi que vous compreniez la réalité des TPE et des PME. Si vous voulez, dans la hiérarchie du stress du petit patron français aujourd'hui, c'est ce qu'il doit. C'est-à-dire, en tout premier, c'est comment est-ce que je paye mes salariés. Ensuite, c'est les impôts. Donc c'est à peu près au même niveau en termes de stress. Ensuite, il y a les banques. Ensuite, il y a les différents accords qu'ils peuvent avoir de prod avec d'autres entreprises, etc. On peut faire une liste comme ça assez longue. Et vous arrivez en 10e position. Quand je dis vous, c'est la com, le site web, etc. Ils savent que c'est important, mais ils n'arrivent pas à le chiffrer vraiment. Donc ça, on va le voir un peu plus tard dans la présentation. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus, donc on fait une petite pause voilà, pour s'aérer l'esprit. Je l'ai appelé volontairement comme ça, c'est startup ou business, comment choisir? Bon, vous allez voir où je vais en venir. En fait, si vous voulez, moi en ce moment, pour vous, quand je dis pour vous, c'est pour la cohorte qui arrive sur les métiers du web, du marketing, du digital en général. Il y a deux écosystèmes qui se distinguent. Il y a d'un côté la startup et de l'autre côté ce que j'appelle le business. Le business, c'est quoi? C'est la boîte qui fait du BTP, qui construit des maisons. Voilà. Bon. Donc, on va comparer, je vous ai fait un tableur comme ça pour comparer un peu comment ça se passe. Alors, au niveau du modèle économique, bon, la startup, c'est une économie subventionnée, c'est une économie soutenue, parce que souvent, le produit n'existe pas ou pas encore, le besoin n'existe pas ou pas encore, ou commence à être identifié. Et si vous voulez, des entreprises qui parient sur ces boîtes-là. En parallèle, l'entreprise de BTP, c'est ce que j'appelle l'économie réelle. Si on construit pas des maisons, on paye pas les salaires.
C'est aussi simple et aussi violent que ça. On n'a pas une banque qui nous soutient derrière, on n'a pas un prêt garanti par une banque, on n'a pas des sous de l'Europe, si vous voulez, c'est comme ça. Si vous travaillez dans une startup, vous allez pouvoir plus facilement vous exporter à l'étranger, parce que souvent il y a une méthodologie qui va plus correspondre à ça. Parce que le modèle startup, si vous voulez, c'est à peu près le même partout. Ça dépend, bien sûr, il y a des spécificités selon les pays, mais globalement, si votre objectif est à l'international, ce sera plus simple. De l'autre côté, bah, quand vous avez bossé dans une boîte de BTP en Picardie, vous pouvez bosser dans une boîte de BTP à Toulouse. Hein, je veux dire. Bon. L'employabilité dans une startup, elle est très difficile. Il y a peu de gens qui continuent dans les startups. Quand je dis employabilité, c'est on va dire à 5 ans, quoi. Hein. Dans un business, si vraiment vous générez des ventes et si vous rapportez de l'argent, ben, ils vont vous garder. Je veux dire, en toute logique. Bien sûr, c'est la crise, etc. Mais vous savez, avoir un bon commercial, un bon community manager ou quelqu'un qui percute à la com, c'est quand même voulu hein, par l'entreprise. Avantage, par contre, dans les startups qui est indéniable, c'est qu'ils savent exactement quel métier ils veulent. C'est-à-dire que quand ils mettent dans une annonce growth hacker, quand ils mettent UX designer et que vous envoyez un CV de UX designer, vous comprenez. Vous allez parler de comment fonctionner les logiciels, etc. Les besoins métiers ne sont pas identifiés dans les entreprises classiques. Dans la boîte de BTP, elle ne sait pas ce qu'il lui faut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un pour l'informatique. Ben non, en fait, c'est quelqu'un pour la com. Ah oui. Bon. Donc, c'est une bonne chose. C'est triste pour elle, mais c'est une bonne chose pour vous parce que vous allez justement pouvoir y aller. Le réseau personnel, dans l'économie, en plus j'ai bossé dans les deux, donc je connais, je peux dire que je connais. La start-up, si pour être associé dans deux, si vous n'avez pas le réseau, voilà, c'est vraiment compliqué. Après, bien sûr, hein, parfois c'est des rencontres, voilà, bon, ok, on peut, mais partez du principe que si vous avez, et donc ça rejoint le point d'en dessous, celui des codes. Dans une startup, il y a des codes. Il y a une façon de travailler, une façon de s'exprimer, une façon de présenter le projet, une façon de pitcher, une façon de régulièrement aller à Paris, présenter ce qu'on fait, etc. Si c'est pas votre truc, orientez-vous peut-être plutôt sur un business classique, un peu plus aisé à comprendre. Ça dépend après de vos ambitions personnelles. Deuxième partie, c'est le volume d'offres potentielles. C'est-à-dire que vous allez avoir des offres, il y a peu de place dans les startups, mais elles sont bien identifiées, elles sont très visibles. Il y a des sites comme Welcome to the Jungle qui vont vous aider à identifier justement ces boîtes-là qui recrutent. Si votre truc, c'est de rentrer dans un projet vraiment nouveau, etc., et que vous croyez en la boîte, etc., la startup, ça peut vous plaire pendant un certain temps. Moi, je peux vous le dire, on faisait des semaines à 80 heures par semaine. Il y a un moment, ça va, quoi. Après, l'entreprise un peu plus, la boîte de BTP, bon, à un moment, vous avez fini votre semaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un moment, bon, il n'y a plus rien à mettre sur les réseaux. Voilà. Convertibilité de l'emploi, on en a parlé. La localisation, alors la startup est plutôt urbaine, alors que le business, on peut le trouver de partout. Hein. Là aussi, encore une fois, c'est généralement. Hein, je ne veux pas voir quelqu'un qui me dit oui, mais moi je connais une startup à la campagne. Oui, bien sûr. Les compétences en sortie, alors ça c'est important, c'est que en startup, souvent, vous êtes spécialisé. C'est-à-dire que vous entrez comme UX designer, vous ressortez, vous êtes UX designer plus. Elles veulent souvent vous spécialiser, les startups. Le business, vous allez souvent vous diversifier. C'est-à-dire que vous allez commencer par faire du community management, mais vous allez vous retrouver à faire des photos, et puis à la fin, vous faites une boutique en ligne. Donc, ça fait partie aussi de ces choses-là. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez être un spécialiste ou est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est plus dans la diversité. Après, le service, le savoir-faire, la startup, c'est un nouveau service, un nouveau savoir-faire, et le business, derrière, il y a une demande, quoi, qui est déjà réelle. Après, est-ce que c'est beau gosse devant les amis? La startup, très, et le business, moins. C'est vrai que vous dites, tu fais quoi? Je suis chargé de com pour une boîte de plomberie. Bon. Ah ouais, par contre, je suis growth hacker, SEO designer, machin. C'est-à-dire 8 mots anglais dans votre titre LinkedIn. C'est cool, je suis d'accord. Bon, vous avez compris, de toute façon, cette slide, c'est juste le résumé des autres. Oui, un truc important quand même. L'objectif de la startup, c'est la revente à la fin. Et l'objectif du business, c'est la dernière ligne,
c'est de prospérer. Donc, dans la stratégie de réseau vraiment de la startup, il y a un échec qui est calculé, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un taux de startup énorme qui coule, enfin qui ne tient pas, etc. En face, l'échec d'un business, il peut être assez coûteux. La rentabilité de la startup, elle est différée dans le temps, c'est-à-dire que ça peut être à plusieurs années, voire plus, hein, plusieurs dizaines d'années même. Les entreprises, le business, c'est la rentabilité immédiate, court terme, quoi. Vous êtes en lien avec les clients directs et dans le business, ce sont des métiers souvent tradis ou peu robotisables. C'est difficile de robotiser quelqu'un qui fait du BTP, voilà, ou de la rénovation ou un plâtrier peintre. Par contre, ou de la mécanique. Par contre, dans la startup, vous pouvez avoir des moyens colossaux qui vous sont attribués. Donc, ça peut être intéressant aussi. Tout dépend de la mission que vous voulez. Dernier point. Oui, j'ai pris un petit peu de retard, mais on va finir dans les temps. Alors, 92% des entreprises déclarent que leur présence sur Internet est indispensable. Seulement 26% des entreprises. Alors, cette stat, elle vient du site francenum.gouv.fr. J'ai creusé un peu. En fait, 26% des entreprises vendent leurs produits ou services sur leur site web. Quand on dit vendre, c'est avoir aussi des mécanismes de call to action efficaces. Par exemple, les réservations, les devis. Par exemple, moi j'avais fait un système de réservation pour un institut de beauté. En fait, ça a super bien converti parce que on s'est rendu compte que les personnes réservaient pendant leur journée de travail des soins et ces réservations se faisaient entre 11h et midi et de 14 à 15h. Donc c'est souvent les heures de réunion dans pas mal d'entreprises, ou alors les moments où les gens décrochent un peu et disent tiens, quand est-ce qu'on va manger, bon. Et voilà, donc on a pu générer des ventes là-dessus. Et de l'autre côté, la dame qui tenait l'institut, eh bien, elle pouvait rester en soins, elle n'avait plus besoin de répondre au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez là, on est sur une toute petite entreprise, mais derrière, en termes de résultats et de chiffre d'affaires, ça s'est traduit. Parenthèse, mais les micro-entreprises, pour 97% d'entre elles, ont déjà atteint leur maturité numérique. Donc, si votre business model, c'est de faire des sites web pour les auto-entrepreneurs, je vous le dis, c'est pas la peine. Allez, dernière stat. 8% des TPE ont atteint leur maturité numérique en 2020 et 5% ont des PME. Donc, si vous voulez, il y a du boulot. Donc, on va voir ce que c'est derrière que la maturité numérique. Bien sûr, 80% moi je pense que c'est plus, mais 80% des internautes consultent Internet. Voilà, je l'ai pris comme ça, avant d'acheter un produit ou un service. Donc, bon, soyez sûr que, quel que soit votre métier, derrière, il va y avoir une demande qui va être faite, une requête. Donc, ça va être à vous après de faire un vrai travail de SEO, de référencement, etc. Donc, la maturité numérique définie par France Num, c'est avoir une stratégie d'entreprise, une stratégie d'innovation, un business model. Bon, vous avez compris, hein, voilà, est-ce qu'il y a un marché, bon. Avoir un marketing et une communication digitale, humain, organisation, culture d'entreprise, donc placer l'humain vraiment au cœur de la réflexion, de la culture d'entreprise, et j'ajoute à ça la marque employeur, la réputation et le niveau de formation des équipes. Derrière, penser à l'expérience client, avoir un système d'information et exploiter des données. Donc, pourquoi est-ce que vous auriez envie de rejoindre ces entreprises? Bon, déjà, des raisons, il y en a plein de toute façon, mais vous pouvez contribuer à maintenir et à développer des emplois sur les territoires. On l'a vu là depuis un an, si vous voulez, les territoires ruraux ou périurbains ont pris une autre importance. C'est-à-dire que pendant 30 ans, 40 ans, les gens ils ont fui pour venir dans les centres-villes, et là, c'est la tendance inverse qui s'amorce. On le voit notamment au niveau des prix de l'immobilier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aider ces entreprises-là à se moderniser, mais vous pouvez aussi les aider à rayonner à l'extérieur, en traduisant les sites, en vous occupant de l'internationalisation de ces boîtes-là. Voilà. Donc, regardez si vous ne pouvez pas donner un coup de main là-dessus. Peut-être que certaines et certains d'entre vous parlent d'autres langues. Vous pouvez, avec ces langues-là, aller sur d'autres marchés. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des économies à ces boîtes-là en vous occupant de tout ce qui est mise aux normes. Par exemple, les cookies, les RGPD, toutes les normes de la CNIL, vous pouvez aider ces boîtes-là là-dessus. Il y a énormément de travail là-dessus, il n'y a rien qui est fait encore. La CNIL là, ils vont lancer une campagne, ça a déjà commencé, hein, mais ça va taper fort, hein, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui ne respectent pas les normes RGPD et compagnie, il va y avoir des PV. Hein. Et puis, l'État a besoin d'argent, donc voilà.
Donc, vous pouvez aider des métiers durables. Voilà. Donc, si vous avez cette conviction-là, regardez ce qu'il y a dans le BTP avec une notion peut-être un peu plus écologique, une notion de recyclage peut-être des matériaux. Et les territoires se redynamisent, ils se re-remplissent. Donc voilà, en résumé, beaucoup d'opportunités non identifiées que les entreprises n'ont pas identifiées. Donc ça va être peut-être à vous de suggérer ça. Ça peut correspondre à votre projet personnel et professionnel. Votre projet personnel, peut-être que c'est celui de vivre vraiment dans un milieu urbain, peut-être que c'est de vivre à la campagne, peut-être que c'est de vivre, de travailler à mi-temps, parce qu'à côté, vous avez, je sais pas moi, un engagement associatif, vous êtes musicien, vous voyez ce que je veux dire, enfin, vous pouvez travailler aussi à mi-temps, c'est un projet de vie. Hein. Donc, on est dans des métiers qui permettent ça, le télétravail notamment. Voilà, vous pouvez vous spécialiser. Et le coût à l'entrée est limité, en fait, dans ces métiers-là. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pour côtoyer pas mal d'artisans, demain, vous voulez être artisan indépendant, en fait, il vous faut un fourgon, il vous faut à peu près 10, 12, 15 000 euros de matériel. Donc, c'est-à-dire que le fourgon plus le matériel, vous en avez déjà pour 40, 45 000. Et vous avez rien rentré encore en argent. Donc, nous, on a la possibilité avec, je veux dire, un casque, un ordinateur, une connexion Wi-Fi, bon, on peut commencer à bosser si vous voulez. On a cette chance-là dans nos métiers. Donc c'est intéressant aussi. Et c'est intéressant quand vous êtes recruté par un patron, voilà, vous n'allez pas demander un fourgon, vous allez demander un ordinateur, une suite Adobe, Canva Premium et c'est parti quoi. Ça vous permet vous aussi, donc ça, dites-moi dans le chat là, si c'est un de vos projets, peut-être d'avoir votre. Est-ce que vous avez déjà envisagé avoir votre micro-entreprise à côté d'un emploi? C'est-à-dire toujours avoir cette micro-entreprise et à côté, vous bossez, parfois vous avez des missions, et vous n'avez rien, vous avez votre micro-entreprise qui permet de tourner. Donc là, je vois des oui, oui. Oui, oui, bon. Ok. Non. Oui, parce qu'il y a des personnes qui. Voilà, moi j'ai des apprentis. Là, je me souviens d'une apprentie notamment qui est rentrée là, il y a pas longtemps dans une boîte. Elle, clairement, alors, l'avantage, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a dit non, non, moi c'est 8h midi, 2h, 6h, à 18h02, il faut plus m'appeler, quoi. Très bien. Elle est hyper efficace dans son boulot, bien organisée, pas de problème. Et vous avez des gens qui disent, ben voilà, moi j'aimerais bien aider à développer la boîte. Il y a des gens qui envisagent de prendre du grade, de rentrer à l'actionnariat d'entreprise. Donc ça dépend des projets de vie. Conclusion, vous avez des métiers nombreux et variés, donc dev, marketing, SEO, copywriting, donc il y a plein de choses à faire. La vente, il y a toujours du métier, du travail dans la vente. Hein. Il y a des millions d'entreprises à moderniser. Hein, je vous redis chez du début, il y a 4 millions d'entreprises. Donc, bon, si on a la moitié qui sont pas modernisées, vous pouvez, vous, continuer à renforcer vos compétences en ligne, parce que là, vous passez un diplôme. Comme vous, hein, j'ai passé une formation, mais la formation vous structure, en fait. Elle vous apprend à travailler, mais elle ne vous apprend pas les détails, la dernière mise à jour, parce que c'est injouable, en fait. C'est trop compliqué pour elle. Par contre, c'est à vous de vous mettre à jour sur la dernière mise à jour du Analytics sur Google, Analytics V4, voilà, faut s'y mettre. Donc vous allez commencer à l'utiliser, comprendre les différences et vous maintenir à jour. Réfléchissez sur votre projet perso. Je sais que c'est une période compliquée. Moi j'entends des gens qui disent ouais, mais moi je veux juste un boulot. Oui, mais si tu veux juste un boulot, prends le premier boulot qui vient, fais un truc alimentaire. Mais c'est quoi le projet à 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous voulez être à la campagne avec des poules? Est-ce que vous voulez être en haut d'un immeuble et contempler le monde? Enfin, je sais pas, j'exagère hein, bien sûr, mais quel est votre projet? Tester des métiers et des environnements. Peut-être que vous allez faire un stage dans une entreprise qui je sais pas moi, qui aide qu'est-ce que j'avais vu comme entreprise? Un truc très pointu. C'est une entreprise qui faisait des aménagements spéciaux pour les maisons de retraite. Quand ils font un truc, ils aménagent des bars, vous voyez ce que je veux dire, bon. Donc c'est une boîte qui faisait ça. En fait, la boîte elle cartonne, hein, parce que des EHPAD ils sont construits tout le temps en France. Hein, donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous plaît de bosser là-dedans? Non. Bon. Voilà. Et vous pouvez aussi développer
développer en fait les business en dehors de leur zone de chalandise de départ. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai vu chez un de mes clients, ils avaient un pôle à Lyon et ils ont ouvert un deuxième pôle en Savoie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'entreprise tournait bien et hop, ils ouvrent une deuxième boîte. Donc, vous allez pouvoir contribuer au développement des entreprises en dehors de leur zone de chalandise. Alors, quand je dis ailleurs, ça peut être aussi à l'étranger. Dans ce cas-là, ça rejoint votre projet personnel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.